En pleine crise pandémique, il y a eu un fait marquant, historique même, la normalisation avec Israël. Des rapprochements à l'appel en industrie, dans la défense, dans le droit, dans l'enseignement, en agriculture, avec cette fameuse histoire des avocatiers, etc. Bref, and the list goes on. Est-ce que le Maroc est, à votre avis, est-ce que le Maroc est en train de se transformer en base arrière, en une base arrière d'Israël, et qu'est-ce que rapporte concrètement cette normalisation du point de vue économique au Maroc? Bien. D'abord, le principe. Parce que je pense que je vais parler économie. Mais sur une question comme celle-ci, je suis désolé. Je ne peux pas ne pas d'abord m'exprimer sur le terrain du principe, de l'éthique, des valeurs. Depuis qu'on est né, vous, moi, même si je suis plus vieux que vous, on est tous nés et on a grandi dans cette immense injustice historique qu'a été la dépossession du peuple palestinien de sa terre, l'exil. Et depuis toujours, c'est pas la peine de remuer les histoires de arabes, nations arabes, c'est pas ça. Ça aurait été un peuple du Nicaragua ou d'Afrique. C'est un principe, une injustice historique comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Et alors j'ai juste envie de dire à ceux qui ont manifestement n'ont pas de problème à renier ce qu'il disait hier seulement. Qu'est-ce qui a changé sur le problème palestinien? Qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, pour qu'on change de position? C'est une simple question. Qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, je parle de ceux qui aujourd'hui sont les chantres de que vous dites, du rapprochement, de la normalisation. J'ai envie juste de les regarder les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour que vous changiez votre position? Et puis le volte-face, il est d'une violence inouïe. Donc, je veux rester mesuré dans mes propos, mais effectivement, il y a des choses qui sont extrêmement choquantes. Donc, moi, je dis très simplement. Mais là aussi, je voudrais préciser une chose. Moi, je n'ai aucun problème avec le peuple israélien, je n'ai aucun problème avec les juifs marocains, je n'ai aucun problème. Sauf que, ça aussi, soyons clairs. Quand même, vous ne pouvez. Je parle des juifs marocains qui, c'est leur choix. Personne ne les a mis dehors, qu'on soit clair. Ils ont fait un moment leur choix, ils sont partis en Israël. Ils ont fait leur vie en Israël. Ils ont consolidé le système politique qui, aujourd'hui, réprime les Palestiniens. Peut-être même qu'eux-mêmes, leurs enfants, sont des soldats. Les soldats qu'on voit malheureusement à longueur de journée dans les vidéos, qui tuent les enfants palestiniens, qui répriment la population. Peut-être, mais en tout cas, mais ils sont partie prenante, une composante d'un système politique, d'un État. Certains d'entre eux ont été piégés. Ok. Ce que je veux dire par là, autant je n'ai aucun problème avec les juifs marocains. Au contraire, c'est plus que... Je ne vais pas vous dire, vous faire l'hypocrisie des meilleurs amis, c'est pas ça la question. Ce que je veux dire très simplement, très honnêtement, c'est que je n'ai aucun problème, et bien au contraire, je serais heureux. Et combien j'aurais été heureux, ça semble, si la question palestinienne étant réglée, bien sûr que
tout est permis, tout serait permis, tout serait. Je serais le premier à être un militant de retrouvailles, Le problème, malheureusement, c'est qu'il y a la question palestinienne est toujours là. Et moi, je le dis simplement, clairement, tant que la question palestinienne est vivante, elle est là. Elle est là. Impossible. Impossible de faire comme si. Ouais. Mais je remets encore une fois, c'est une question de valeur, c'est une question de principe. Ça veut dire que ce n'est pas négociable, on ne discute pas les valeurs. Difficile de fermer les yeux sur la stratégie de colonisation de la Cisjordanie, des atrocités infligées au peuple palestinien, etc. Je ne peux maintenant, pas. sur la question de la normalisation. Alors, sur la question, je rappelle, je fais cette précision parce qu'elle est importante. Maintenant, oui, parlons économie. Quelques indicateurs simples. Il suffit de lire dans n'importe quelle donnée statistique internationale. Le PIB d'Israël fait facilement 12 à 15 fois le PIB du Maroc. PIB par tête. Le PIB par tête, je dis bien. Du Maroc est de 3 000 $. Israël, c'est 40 000, autour de 40 000, 42 000. Voilà. Ça, c'est le premier chiffre clair, net. On n'est pas entre des partenaires à peu près équivalents qui ont des choses à échanger parce qu'on est sur un rapport de force déséquilibré. De fait. Qui se fatigue à se dire en développement et une puissance. Une puissance. Un pays développé avec tous les critères du développement, hein, soyons clairs. Un pays développé. Deuxièmement, un pays développé, pas dans n'importe quel secteur. C'est un pays développé dans les secteurs de pointe. Les points forts d'Israël, c'est les nouvelles technologies, c'est les biotechnologies, c'est le numérique, c'est les points forts. Je dirais même dans le secteur classique, par exemple l'agriculture, ils ont énormément évolué. Je veux dire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils exportaient la tomate, par exemple, en Europe, comme nous. Mais vous savez, maintenant, ils exportent, ça ne les intéresse pas d'exporter la tomate. Ils exportent, déjà depuis longtemps, ils exportaient la semence. C'est-à-dire qu'ils vont dans ce qui est la vraie valeur ajoutée, ils vont à l'amont, ils maîtrisent la connaissance et la technique, donc ils sont très forts sur ce plan. Bien. Alors, ceci étant, on va se dire, le Maroc et Israël vont coopérer. Donc ils vont faire des échanges, à commencer par les échanges commerciaux. On est d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on a à échanger? Voilà, question simple. Qu'est-ce qu'on a à échanger? Évidemment, qui fait qu'on puisse se dire, c'est du donnant-donnant, c'est à peu près équilibré, je veux dire, on a autant à gagner que eux aussi. Ça, c'est normal, hein, mais on a quelque chose à gagner. Or, malheureusement, encore une fois, quand on voit la structure des économies, qu'est-ce qu'on peut leur exporter dont ils auraient besoin? Qu'est-ce qu'on peut leur exporter? C'est quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on a à exporter? Eux, évidemment qu'ils ont tout à nous exporter. Tout ce qu'ils font, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Mais tandis que nous, qu'est-ce qu'on peut leur exporter? On voit l'agroalimentaire, le textile, la confection, les voitures, même, je veux dire, les voitures, quelques composantes. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'on va exporter quelque chose. Je ne dis pas qu'on n'a strictement rien, mais c'est évident qu'on est dans un schéma où la relation, en fait, va être celle du cheval et du cavalier. Et ce n'est pas, répète encore une fois, c'est un constat qui procède de l'état des économies qui est un fait objectif. C'est tout. À partir du moment où vous savez quel type d'économies vont échanger et vont coopérer, vous savez qui c'est qui va gagner
à l'échange. Avec l'Union européenne, pour rester, mais enfin, ça fait 50 ans qu'on est avec des accords d'association. Comment se fait-il qu'on n'a jamais eu une balance commerciale excédentaire, enfin, depuis au moins 1974. Jamais un excédent commercial avec l'Union européenne. Toujours déficitaire. Enfin, en dépit de nos exportations agricoles, Avec les États-Unis, pareil. On est en déficit avec tous les pays avec lesquels on a signé des accords de libre-échange. Enfin, ça nous interpelle. Donc, comment est-ce qu'on peut nous faire croire, nous convaincre que l'échange, je commence par le plus important, qui est l'échange commercial. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut nous convaincre que cet échange commercial peut être bénéfique? Malheureusement, ça va être encore un poste de déficit supplémentaire. Et ça ne peut être que ça, encore une fois, en dépit de tout. Alors, on nous dit, le tourisme. 150 000, on parle de 200 000. Okay. 400 000. Sur les 13 millions de touristes qu'on a reçus. La dernière année normale, on va dire, en 2019. C'est quoi? Ben quand même, il faut quand même se poser la question. Je veux dire, c'est pas rien. Je ne suis pas en train de oui, c'est un fait important quand même. Mais je veux dire, c'est... Encore une fois. Et alors ça, il faudrait voir les choses se dérouler. Mais moi d'abord, quand je vois aujourd'hui les publicités qui sont en train d'être faites par l'Arabe pour aller visiter en Israël, il faudrait peut-être dans quelques années faire la balance aussi entre ça, entre les Israéliens qui viennent, donc les devises qu'on reçoit et les devises qu'on transfère là-bas. Attention. En tout cas, ça ne me paraît pas quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre les 20 millions de touristes que nous étions censés atteindre en 2020 et que manifestement c'est encore autre. C'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre ça. Quand même, c'est clair. Bon, j'essaie de voir comment cette relation économico-commerciale peut être avantageuse pour le Maroc. Je vous assure, j'essaie en toute bonne volonté, peut-être, pour être clair, peut-être que des hommes d'affaires feront de bonnes affaires. Oui, notamment d'ailleurs parmi ceux qui s'agitent, que vous voyez dans des hommes d'affaires, de là-bas et d'ici, feront de bonnes affaires, probablement. Est-ce que le pays fera une bonne affaire? C'est une autre affaire.